Vous avez demandé des lectures hétéroclites? Ça tombe bien, c'est exactement le programme du jour. Bonjour à tous et bienvenue donc dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez lu, est donc un point lecture. Et oui, comme d'habitude, malgré le peu de temps que j'ai à accorder à la lecture, j'ai tout de même réussi à lire quelques romans. Des romans, vous allez voir, dans des genres très différents. Je vous l'ai dit dernièrement, en ce moment, j'ai envie de fureter dans des genres littéraires qui, par moments, sortent un petit peu de ma zone de confort. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thriller, d'un classique, d'un roman contemporain et également du King. Ah bah si vous suivez la chaîne, vous devez le savoir, pratiquement dans chaque point lecture, on retrouve un King. C'est ma petite drogue personnelle, j'espère que ça vous plaira. Et puis là, je reconnais que pendant quelques temps, je n'en avais pas lu et l'envie est revenue et en ce moment, du coup, j'ai envie d'en dégommer pas mal. Donc il y a des chances pour que vous en retrouviez très rapidement dans d'autres points lecture. Bon, sur ce, et avant que je meure de chaud, oui, comme quoi dans le nord de la France, même à 9h30 du matin, il peut faire une chaleur de dingue. Et là, je vous avoue que je prends un peu sur moi pour tourner la vidéo parce que je n'ai qu'une envie, c'est de me planter face à un ventilateur. Donc trêve de blabla et on va tout de suite démarrer. Et pour ça, on va commencer par le roman contemporain de ce point lecture et il s'agit de Frangine d'Adèle Bréau aux éditions Le Livre de Poche. De quoi cause ce roman? Eh bien, c'est très simple. Dans Frangine, on va tout simplement suivre trois sœurs qui vont se retrouver durant un été dans la maison de famille qui se trouve dans le sud, une maison que leurs parents ont achetée il y a de ça 30 ans, dans laquelle ils ont décidé de partir vivre il y a à peu près une dizaine d'années. L'une des trois sœurs vit d'ailleurs proche de chez eux, tandis que les deux autres vivent à Paris. Si vous entendez des bruits de clochettes intempestifs, je suis désolée, c'est le chat qui décide de troller toutes mes vidéos. Voilà. D'habitude, elle passe ses journées dans son panier à ne pas bouger d'un poil, sauf que j'ai l'impression que dès que j'allume la caméra, elle se dit tiens, ce serait le moment parfait pour aller me poser sur la table à côté et faire un max de boucan. Je vous jure, parfois je suis vraiment pas aidée. Bref, revenons donc à nos trois frangines qui se retrouvent dans le sud pour venir soutenir leur maman. On a un récit avec des retours dans le passé qui vont nous permettre de comprendre pas mal de choses quant à la situation actuelle et aussi des choses par rapport à la situation de toutes les sœurs. Forcément, on s'en doute, on va être dans une histoire où des petits secrets d'un tel et un tel vont ressurgir. Et voilà quoi, une histoire de famille contemporaine. Ma foi, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous en dire plus? Donc, depuis que j'avais lu L'odeur de la colle en peau, le premier roman d'Adèle Bréau, que j'avais d'ailleurs beaucoup aimé, j'avais très envie de retrouver la plume de cet auteur et je dois dire que ce fut de plutôt belles retrouvailles. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture qui, je dois reconnaître sans grande surprise, m'a finalement apporté tout ce que j'en attendais, ou en tout cas tout ce que j'avais pu imaginer, puisqu'à la lecture du résumé, j'avais vraiment dans l'idée d'y trouver une histoire pleine de nostalgie, d'histoire et de souvenirs d'enfance, de famille, de soleil et d'odeur de la garrigue, et c'est exactement tout ce dont regorge cette histoire. J'avoue qu'au tout départ, j'ai un peu douté. Je dirais que pendant peut-être les 50 premières pages, par moments j'avais l'impression de lire un peu du Aurélie Valognes. Alors, ne vous vexez pas si vous adorez Aurélie Valognes, j'en ai moi-même lu plusieurs et je sais que j'en lirai. Mais voilà, quand je me lance dans ce type de lecture, je sais ce que je vais y trouver. Et là, je voulais vraiment une écriture plus fine. Et c'est vrai qu'au tout départ, je retrouvais un petit peu des personnages à un poil caricaturaux, comme malheureusement je trouve qu'on en retrouve régulièrement chez Aurélie Valognes. Et puis, rapidement, finalement, les personnages ont su m'accrocher, m'embarquer avec eux dans leur vie, dans leurs histoires. Et j'ai adoré les suivre, non seulement, comme je le disais, au temps présent durant ces retrouvailles pendant l'été, mais également dans les différents flashbacks dont ce récit est ponctué. Car oui, comme je l'ai dit, l'auteur a fait le choix d'alterner les chapitres présents avec d'autres qui se déroulent au passé, que ce soit d'ailleurs juste un an dans le passé ou parfois 30 ans. Et si ce procédé est somme toute plutôt classique, je trouve que ça a été un choix judicieux et surtout que l'auteur l'a bien utilisé, bien mis en exercice pour nous raconter finalement la vie de chacun, et en plus de ça, ça a permis d'apporter une petite dose de mystère dans cette histoire familiale qui aurait pu au premier abord sembler un peu linéaire et plate.
Parce que oui, hein, on s'en doute avec ce titre, ce roman c'est avant tout une histoire de sœurs, mais aussi une histoire de famille au sens beaucoup plus large. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est le ton très réaliste et très juste avec lequel l'auteur a traité ce roman. Adèle Bréau n'a pas cherché à édulcorer la famille, bien au contraire, j'ai vraiment eu ce sentiment qu'elle s'était attelée à dépeindre une famille lambda avec ses grandes joies et ses peines aussi immenses, ses petits hauts et ses petits bas, ses secrets familiaux plus ou moins importants, vous savez, ces petites choses que l'on cache à ses proches pour de bonnes ou de mauvaises raisons d'ailleurs. Les parcours de vie et les histoires de chacun des protagonistes étaient tout à fait crédibles, les dialogues étaient selon moi piquants et drôles, mais savaient aussi se faire émouvant quand il le fallait, sans jamais tomber dans le tire-larme, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Bien que cette histoire soit avant tout une histoire de femmes, et d'ailleurs même plus de sororité, malgré tout, il y a quelques personnages féminins qui gravitent autour de toutes ces femmes et l'auteur les a traités avec autant de finesse et de réalisme que ces personnages féminins et par conséquent, je trouve que ça en fait un récit hyper bien écrit et hyper bien équilibré. Alors non, malgré tout, je ne pense pas que c'est une histoire qui va me marquer sur le long terme, mais en attendant, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimé faire, qui m'a sur le moment fait beaucoup de bien, même si paradoxalement, il y a vraiment des passages qui traitent de sujets très durs. Et puis, bien que ce soit un roman qui parle beaucoup du passé, et bien paradoxalement, j'ai trouvé que c'était une histoire très ancrée dans l'actualité. On y retrouve vraiment des thématiques dont on parle de plus en plus dans notre société actuelle. Et là encore, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que j'ai trouvé que l'auteur avait traité toutes ces thématiques avec beaucoup de justesse. Alors malheureusement, je préfère taire ces thématiques parce que pour moi, ça fait vraiment partie de la découverte de ce roman. Mais voilà, en tout cas, sachez qu'on y trouve tout de même, je trouve, des thématiques assez fortes, des thématiques actuelles et des thématiques vraiment très bien abordées. Et après avoir terminé ce roman, je trouve vraiment, et avoir lu aussi son précédent, qu'Adèle Bréau est extrêmement douée pour parler de la nostalgie et de la nostalgie de l'enfance et du passé tout court même. Cette nostalgie bien souvent un peu douce, amère, que l'auteur sait faire revivre au travers de petits détails et de petites anecdotes qui permettent vraiment, je trouve, au lecteur de se projeter dans l'histoire parce que c'est typiquement le genre d'anecdotes et de souvenirs qu'il peut également partager, qu'il peut également avoir vécu. Ce livre, c'est vraiment, je trouve, un livre qui sent bon les vacances, la vie, les disputes et les réconciliations et qui parle aussi principalement des relations parents-enfants, de la place que chacun doit trouver dans une famille et des difficultés qui parfois peuvent apparaître au sein d'une fratrie. Alors personnellement, je n'ai pas grandi entourée de sœurs comme c'est le cas dans cette histoire, mais malgré tout, j'arrivais complètement à imaginer que ce genre de trio pouvait exister dans la réalité et qu'il existe, j'en suis sûre, des milliers voire des millions de fratries à cette image dans le monde. Je ne saurais pas vraiment expliquer finalement pourquoi ce roman n'aura pas été un coup de cœur. Voilà, il m'aura manqué un petit quelque chose que j'ai du mal à définir et puis comme j'ai dit, c'est vrai que par moments je trouvais quand même le trait de certains personnages un peu poussé et parfois certaines des sœurs me tapaient un petit peu sur le système. Pas tout le temps heureusement, mais par moments, bon, c'est vrai qu'il y avait parfois des actions ou des répliques qui avaient tendance à m'agacer un peu. Malgré tout, comme je l'ai dit, ça reste une très belle lecture que j'ai vraiment adoré faire. C'est typiquement ce genre de romans contemporains français que j'adore découvrir, qui je trouve sont vraiment bien faits et c'est certain, je lirai le prochain roman d'Adèle Bréau parce que pour l'instant, avec ces deux premiers titres, jusque-là, elle ne m'a jamais déçue. Bon, après cette petite aparté dans la littérature contemporaine, je vous emmène maintenant dans du classique. Et oui, ça n'arrive pas souvent, mais parfois, comme ça, l'envie me prend d'étoffer un petit peu ma culture générale, ma culture personnelle, et donc j'ai envie de découvrir certains grands classiques, et c'est donc pour ça que j'ai lu La promesse de l'aube de Romain Gary aux éditions Folio. Qu'est-ce que La promesse de l'aube? C'est tout simplement l'autobiographie de l'auteur, de Romain Gary, qui va donc nous raconter sa vie
Alors, de son enfance, je dirais, ça débute lorsqu'il a peut-être 8-10 ans. Ouais, en tout cas, dans mes souvenirs, c'était à peu près ça. En Pologne, à la base, il nous explique qu'il est russe, mais que sa mère est partie en Pologne. Jusque, je ne sais plus quel âge il a à la fin, mais je dirais qu'il a peut-être une quarantaine d'années où voilà, il est revenu de la guerre, moi je crois qu'à la fin il devient consul de France et il part retrouver du coup sa mère dans le sud pour lui annoncer la bonne nouvelle. C'est vraiment du coup un récit qui va s'étaler sur une bonne trentaine d'années, je dirais à peu près, et qui nous raconte du coup cette période de la vie de l'auteur qui par la suite, on le sait, est donc devenu consul de France et également un grand écrivain. Et bon, alors là c'est typiquement la chronique où je sais que je ne vais pas me faire que des amis parce que je sais pertinemment que ce roman est vu par beaucoup de personnes comme un chef-d'œuvre, mais que voulez-vous, pour ma part, je dois reconnaître que j'ai eu beaucoup de mal avec ce livre, à tel point que j'ai même pensé à abandonner ma lecture. Et si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que ça m'arrive pas si souvent. Ce livre, c'était donc mon tout premier Romain Gary. Alors certains me diront peut-être que j'aurais dû commencer par l'un de ses romans, mais voilà, que voulez-vous, je me suis dit qu'au contraire, pour peut-être mieux comprendre et mieux appréhender ces différents romans, il était peut-être utile d'avoir lu avant son autobiographie. Malheureusement, vous l'aurez compris, ça n'aura pas été une franche réussite. Tout d'abord, je dois reconnaître que j'ai eu beaucoup de mal avec le style de l'auteur. Alors oui, il est indéniable que Romain Gary sait manier les mots, sait écrire et qu'il a ce petit quelque chose qui fait les grands auteurs, mais personnellement, j'ai trouvé son écriture un peu lourde par moments et un brin en poulet. En fait, j'ai trouvé que son style avait quelque chose de très vieillot et lourd, comme je le disais, et je ne peux dire autre chose que malheureusement, ce ne fut pas une lecture agréable pour moi. Alors, je sais que Romain Gary est très connu pour avoir régulièrement, dans ses différentes œuvres, recours à l'humour, à l'ironie et à l'autodérision. Le problème étant que parfois, dans certains passages, c'était fait de telle manière que je ne savais pas toujours si c'était vraiment de l'humour ou pas. Et donc, par conséquent, je dois reconnaître que je n'ai pas vraiment apprécié la personnalité de Romain Gary. Comme je le disais donc, dans cette autobiographie, il nous raconte vraiment sa vie de son enfance à son retour en France après la guerre. Et s'il est indéniable que cet homme a eu un destin assez incroyable, malgré tout, par moments, je trouvais qu'il se mettait un peu trop en scène, un peu dans cette image de demi-dieu à qui il ne peut rien arriver. Et j'ai eu beaucoup de mal avec ce côté que j'ai trouvé très prétentieux et très pédant. Je le répète, hein, ce n'est que mon ressenti et certains diront très probablement « tu n'as absolument rien compris à cette autobiographie » et peut-être, c'est peut-être le cas. Toujours est-il que malheureusement en le lisant, je n'avais vraiment pas envie de faire connaissance avec cette personne. Néanmoins, comme je l'ai dit, j'étais très curieuse d'en apprendre plus sur la vie de cet écrivain, ne serait-ce que pour ma culture générale, ma culture personnelle. Et je dois reconnaître que j'ai plutôt bien aimé la toute première partie qui concerne vraiment son enfance en Pologne. Et c'est aussi à ce moment-là que l'on va faire la rencontre de l'autre grand personnage de cette autobiographie, sa mère. Ah là là, cette Nina, c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé aussi admirable que détestable. Oui, c'est bien Nina? J'ai un doute. Il me semble que c'est Nina, mais bref, je ne suis plus certaine à 100%. Toujours est-il que oui, donc je ne l'ai pas précisé, mais Romain Gary a vraiment grandi seul avec sa mère, puisqu'elle a eu cet enfant avec un homme marié qui ne l'a jamais reconnu. Donc Romain Gary a très peu, voire pas du tout connu son père et il a vraiment vécu une relation hyper fusionnelle, c'est le moins qu'on puisse dire, avec sa mère. Cette mère qui parfois fait preuve d'abnégation, de dévouement et de don de soi juste incroyable pour son enfant et dans ces passages-là on se dit mon Dieu, c'est dingue ce que l'amour maternel est capable de faire. Et puis malheureusement, bien souvent, j'étais assez mal à l'aise lorsque l'auteur parlait de la relation avec cette mère que j'ai trouvée étouffante et décisionnaire à outrance, qui semble vraiment vouloir absolument tout décider pour son fils, avec qui les rôles sont d'ailleurs bien souvent biaisés. Parce que oui, ça ressort très clairement de ce roman et c'est peut-être dû à l'absence d'une figure paternelle à domicile. En tout cas, c'est comme ça que l'auteur, lui,
a tendance à l'expliquer, mais c'est vrai que Romain Gary avait vraiment une relation extrêmement ambiguë avec sa mère. Tous deux semblent vraiment entretenir une sorte de dépendance mutuelle un peu malsaine, et ce durant toute leur vie. Leur lien est donc hyper fusionnel, mais par moments c'était vraiment trop, et d'ailleurs parfois l'auteur dit lui-même ne pas forcément bien le vivre, et c'est on ne peut plus légitime. Sa mère est également bourrée de contradictions et pleine de préjugés, que ce soit par exemple sur la France qu'elle idéalise, sur ce qu'un homme, un vrai, c'est elle qui le dit, doit faire ou non, sur ce que sont les artistes, sur ce que son fils doit devenir. Bref, une mère que j'ai souvent trouvée castratrice, paradoxalement, tout en étant aimante, un personnage vraiment très ambigu qui malheureusement n'a pas su me toucher. Et puis ensuite, le récit, c'est comme enlisé dans une sorte de ventre mou. Je n'ai vraiment pas apprécié toute la partie qui traite de son passage dans l'armée, dans lequel je me suis beaucoup ennuyée, jusqu'au dernier chapitre qui, je trouve, sont vraiment les plus intéressants et les plus touchants de tout ce récit. Et je suis d'autant plus frustrée de ressortir vraiment extrêmement mitigée de cette lecture parce que, comme je le dis, j'ai trouvé dans ces derniers chapitres une très belle émotion que je m'attendais vraiment à retrouver dans tout le reste de ce livre. Et j'y ai senti vraiment... J'y ai lu plutôt cette poésie dingue que là encore je m'attendais vraiment à retrouver tout au long de ce roman, et pour moi ça n'a vraiment pas été le cas. Je suis donc déçue parce que je sens et même je sais que l'auteur est vraiment capable de cette poésie et de cette délicatesse dingue que j'ai entreaperçue à la fin de cette autobiographie. Malheureusement, la façon dont il m'a raconté sa vie et sa relation ambiguë avec sa mère m'a vraiment perdue à de nombreux moments. J'ai également noté dans certains passages un rapport à la sexualité, notamment avec de jeunes personnes, assez dérangeante, et puis j'ai aussi noté l'utilisation de certains termes et expressions envers les homosexuels qui par moments étaient, je trouve, franchement dégradants. Alors là encore, c'était peut-être fait sous couvert d'humour, mais comme ce n'était franchement pas clair, je vous avoue qu'en tant que lectrice, ça m'a vraiment dérangée et que je n'ai pas aimé lire ça. Je n'aurai malheureusement pas grand chose à vous dire de plus sur La Promesse de l'Aube parce que, comme j'ai dit, c'est une lecture qui dans l'ensemble m'a pas mal ennuyée, et je reconnais qu'à un moment je lisais ce livre sans grand intérêt et que par conséquent je suis peut-être passée à côté de certaines choses. Toujours est-il donc que pour moi ce fut une déception et une lecture plutôt fastidieuse, même si je reconnais que j'ai trouvé des choses également très intéressantes. Donc j'essaierai par la suite de lire des romans de fiction de l'auteur pour voir si peut-être ça peut plus me correspondre et si j'y retrouve vraiment cette plume à la fois fine et poétique que j'ai entreaperçue à la fin de La Promesse de l'Aube. Donc voilà, suite au prochain épisode, mais je reconnais que pour une première avec Romain Gary, c'est franchement plutôt mitigé. Bon, malgré cette petite lecture pas franchement très réussie, vous l'aurez compris, je pense, en lisant le titre de cette vidéo, je suis franchement heureuse parce que dernièrement, j'ai fait de très bonnes lectures, comme vous l'avez vu. Franchine était très bien. Le prochain que je vous présente est également très très bon. Et je ne dis pas ça parce que c'est un service de presse, mais vous allez voir, vraiment, j'ai trouvé plein de qualités et ce fut là encore une très bonne lecture. Et je terminerai donc avec un roman du King qui fut là encore, ma foi, plutôt qualitatif. On est quand même sur un point lecture, je trouve, plutôt pas mal. Le prochain roman donc dont je voulais vous parler, il s'agit de Matrice de Céline Dangean aux éditions Marabout dans la collection Black Lab. C'est donc le tout dernier Céline Dangean. Il m'a été donc envoyé en service de presse par la maison d'édition. Personnellement, c'est donc le second que je lis de l'auteur puisque j'avais lu, il n'y a pas un an, il y a moins d'un an je pense, Le Cercle des Mensonges, qui était donc son précédent roman, qui m'avait aussi été envoyé en SP, que j'avais bien aimé, même s'il y avait des choses voilà, qui pour le coup ne m'avaient pas complètement convaincue. Donc j'étais vraiment très curieuse et bien sûr j'ai accepté de recevoir son nouveau roman. Donc dans Matrice, l'histoire débute
où un homme est sur la route en voiture dans une région un peu campagnarde, montagneuse et malheureusement il y a un énorme orage. Le type n'y voit pas à 2 mètres et là forcément bim, il a un accident, il renverse une femme qui est je crois sans chaussures, limite en pyjama. Et malheureusement, en plus de ça, cette femme, il le voit de suite, est enceinte, et bien enceinte. Malheureusement, elle va décéder sur la chaussée, mais avant de mourir, elle aura le temps de lui dire en anglais « sauvez les autres ». Et donc de là va débuter forcément une enquête de, je crois que c'est gendarmerie, police. Il me semble que c'est des gendarmes, mais j'ai un doute. En tout cas, une enquête menée par un duo de 2 femmes flics qui vont essayer tout d'abord d'identifier cette personne, de savoir, de connaître un peu son identité parce qu'on ne sait même pas qui elle est. Et puis de comprendre ce qui lui est arrivé et ça va leur permettre de remonter toute une histoire et une affaire bien plus complexe qu'elle n'y paraît au premier abord. Et voilà. Je pense que je vous en ai dit assez et maintenant je vais passer du coup à mon avis. Comme je l'ai donc dit, c'est pour ma part le second roman que j'ai pu lire de Céline Dangean et décidément cet auteur ne cesse de me surprendre et de me séduire. Comme je l'ai donc dit, j'avais déjà bien aimé Le Cercle des Mensonges, mais j'ai clairement préféré Matrice. Et s'il y a bien une chose que j'aime particulièrement chez Céline Dangean, c'est la vraisemblance de ces histoires. Parce que s'il y a bien une chose que je reproche assez régulièrement, il faut le reconnaître, à tous ces romans thrillers et romans policiers, d'ailleurs bien souvent écrits par des auteurs français, ce sont toutes les invraisemblances dont ils sont truffés. D'ailleurs, je suis en ce moment même en train de lire un roman policier écrit par un Français et voilà, dès les premières pages, on est clairement pour moi dans l'invraisemblance, mais bon. C'est un autre sujet, je vous en reparlerai dans un autre point lecture. Bien souvent donc, afin de garantir un rythme haletant et des rebondissements tous plus incroyables les uns que les autres, eh bien ces auteurs s'arrangent beaucoup avec la réalité au point même parfois finalement de terminer en une histoire complètement invraisemblable. Or, avec Céline Dangean, c'est tout l'inverse. Alors oui, si vous recherchez un roman hyper page-turner où tout va à 100 à l'heure, vous risquez peut-être d'être un peu déçu. Encore que je dis ça, mais très sincèrement, c'est une lecture que j'ai fait avec beaucoup d'entrain, dans laquelle je retournais toujours avec beaucoup d'envie. Dans cette histoire, l'enquête de police est menée comme une vraie enquête de police. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que du coup, on a pour le coup une enquête qui prend son temps. Les résultats d'analyse n'arrivent pas dès le lendemain ou des fois dans l'heure comme on voit dans certains romans. Les flics ont des jours de repos et des week-ends comme tout le monde. Et en fait, tous ces petites choses qui pourraient presque paraître de relever du détail, eh bien je trouve ont vraiment participé à rendre cette histoire hyper réaliste. Bien sûr, ce côté très réaliste est aussi renforcé par le fait que l'auteur a décidé de traiter dans ce roman des thématiques que j'ai trouvées très actuelles, des thématiques qui ont sans doute touche à la femme, mais également au médical et pas que, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que voilà, j'aurais vraiment trop peur de vous spoiler. Et j'ai trouvé ces thématiques terribles, mais en même temps, j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont Céline Dangean les a abordées, parce qu'elle a su le faire, bien que ce soit des thématiques lourdes, sans jamais tomber dans le trash ou le putassier, bien au contraire. Sa plume est très pudique et très équilibrée, et en plus de ça, elle a vraiment un style d'écriture que j'ai trouvé hyper abordable, mais sans non plus tomber dans le simpliste. Un style qui, même par moments, m'a semblé assez étoffé parce que je trouve que Céline Dangean n'a pas oublié que, au-delà de devoir proposer une histoire, un auteur se doit aussi de savoir mettre en forme les mots et je dirais qu'à ce niveau-là, j'apprécie vraiment le travail effectué par l'auteur. De plus, j'ai totalement adhéré au personnage parce que, bon, je reconnais, et je l'avais dit dans
Le cercle des mensonges, j'avais été peut-être un peu paumée par certains moments parce qu'on y retrouvait des personnages récurrents d'une saga que malheureusement je n'avais pas lu avant. Or ici, on est vraiment avec une toute nouvelle saga, avec de nouveaux personnages et plus particulièrement, comme je l'ai dit, avec ce duo de femmes flics qui, je trouve, fonctionne parfaitement et que j'ai adoré suivre. En effet, la relation entre Louise et Violaine est à la fois drôle et touchante. Et on a aussi deux personnages masculins qui sont pour le coup des personnages plus secondaires qui viennent vraiment se greffer à ce duo et j'ai vraiment trouvé que l'ensemble fonctionnait parfaitement bien. Chaque personnage a son caractère propre et pourtant je les ai tous aimés et là encore je les ai tous trouvés très réaliste et très crédible. J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui concerne le passé de Louise et j'ai vraiment apprécié que l'auteur, là encore, choisisse d'en faire un personnage hyper humain et non pas ce genre, vous savez, de personnage de flic hyper badass qui n'a peur de rien. Au niveau de l'ambiance, là où le cercle des mensonges proposait vraiment, je trouve, une ambiance hyper urbaine, ça se passait voilà, à Toulouse, dans une grande ville, avec des buildings. Ici, on est vraiment beaucoup plus dans une ambiance rurale et presque campagnarde. D'ailleurs, notre équipe d'enquêteurs est en poste à Tarbes. Alors ok, Tarbes, ce n'est pas non plus un tout petit village, mais je trouve qu'il ressort vraiment de ce roman une ambiance qui n'est pas celle d'une grande ville. Et personnellement, j'ai préféré l'ambiance et le décor de ce roman-ci par rapport à son titre précédent. Alors si je dois trouver un petit bémol, je dirais que malheureusement, j'avais deviné un élément assez important par rapport à la fin. Et je pense que c'est peut-être ça et le fait que ce roman n'a pas su complètement me retourner ni me prendre aux tripes qui fera que malheureusement ce ne sera pas un coup de cœur. Malgré tout, ce fut donc une très belle lecture et un très bon roman policier français comme j'aimerais en lire beaucoup plus souvent. Je sais d'ores et déjà que je lirai d'autres romans de l'auteur parce que j'adhère complètement à ce qu'elle propose et je trouve qu'elle est vraiment à part dans ce paysage de la littérature, des romans policiers et thrillers français. Merci donc à l'auteur de proposer ce genre de titre réaliste qui, je trouve, manque un peu en France et également de traiter avec autant de droiture et de justesse des questions sociétales actuelles. J'espère également de tout cœur que Céline Dangean n'en a pas terminé avec le personnage de Louise parce que c'est un personnage que j'ai vraiment envie de suivre, que je retrouverai avec beaucoup de bonheur. Et donc vous l'aurez compris, pour moi c'est vraiment un très bon roman policier réaliste que je ne peux que vous recommander. Et je terminerai donc ce point lecture avec presque le gimmick de la chaîne, cette espèce de fil conducteur qui est apparu au fur et à mesure des années parce que oui, c'est un auteur dont je vous parle très souvent, qui est un auteur, vous l'aurez compris, que j'adore et dont j'ai pour projet de lire toute la bibliographie. Le prochain roman dont je vais vous parler, il s'agit donc de Dolores Claiborne de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche. Une fois de plus, je vous laisse admirer ces magnifiques couvertures qui sont donc les rééditions au format poche chez Le Livre de Poche, dont je suis absolument dingue. Je commence à en avoir pas mal. Voilà, d'habitude ça va, je trouve que je suis pas forcément très influencée ni influençable par rapport à tout ce marketing qui est mis en place autour des livres. Mais alors là, j'avoue que l'exception, c'est vraiment les titres de Stephen King chez Le Livre de Poche. Je crois que quand j'en vois un que je n'ai pas encore en ma possession, je craque à chaque fois. Et puis de toute façon, comme j'ai dit, étant donné que j'ai prévu de tous les lire, bon bah je me dis que voilà, c'est un peu l'occasion ou jamais. Et donc j'ai enfin lu un titre supplémentaire de cet auteur. Dolores Claiborne, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement l'histoire de Dolores Claiborne. Jusque là c'était plutôt simple à deviner. Qui est donc une femme qui au début de ce roman se rend dans un commissariat de police pour dire non, je n'ai pas tué ma patronne qui, on le comprend, vient de décéder. On ne sait pas comment, dans quelles circonstances, mais apparemment cette vieille dame est décédée. Dolores Claiborne était donc à la base une sorte de gouvernante, femme de ménage, et puis c'est aussi un petit peu devenu une... Comment on appelle ça? Une dame de compagnie, c'était ça le nom que je cherchais.
Et donc cette femme est décédée, donc Dolores Claiborne dit au flic non, je n'ai pas tué ma patronne, je n'ai pas tué Vera. Par contre, je reconnais qu'il y a de ça une paire d'années, j'ai buté mon mari. Voilà, c'est vraiment le point de départ de cette histoire. Je crois que je vous l'avais dit déjà depuis un petit moment, j'avais vraiment hâte de pouvoir découvrir ce titre de Stephen King et sans grande surprise, je crois, ce fut une très bonne lecture. Ce roman me permet donc de clôturer ce que l'on appelle la trilogie des femmes battues et si j'ai aimé tous les différents titres de cette trilogie, je dois reconnaître que pour moi, Dolores Claiborne est vraiment assez différent des deux autres titres puisque en effet, dans Jessie et dans Rose Madder, on suit, en tout cas au départ, des femmes très passives et très soumises qui vivent vraiment avec un homme horrible qui leur fait vivre l'enfer. Or, j'ai vraiment trouvé le personnage de Dolores Claiborne beaucoup plus fort que les deux autres et ce, dès le début. Alors très clairement, je n'aurais pas voulu de son mari pour rien au monde et oui, elle a vécu quelques épisodes de violence, mais je trouve qu'il n'y a vraiment rien de comparable avec Jessie et Rose. Bien sûr, comme pour les deux autres titres, Dolores Claiborne met vraiment en avant des femmes, et je dis bien des femmes au pluriel, puisque dans cette histoire, le personnage de Vera, la patronne de Dolores, est également un personnage très important. Finalement, dans ce roman, plus que la violence envers les femmes, c'est vraiment la force de caractère et l'amour maternel qui pour moi sont mis en avant. Puisque, comme bien souvent dans les romans de Stephen King, la relation parent-enfant est très importante et décortiquée avec une fois de plus beaucoup de réalisme et de pudeur à la fois. Et puis bien sûr, vous commencez à avoir l'habitude, on retrouve également d'autres thématiques très importantes dans l'œuvre du King dans ce titre-ci, telles que la folie, la déchéance du corps ou encore l'alcoolisme. L'éclipse de soleil de l'été 62 qui a tant marqué l'auteur est également dans ce roman-là un événement central hyper important. D'ailleurs, durant cet événement, on a une connexion très claire et absolument non voilée avec le roman Jessie, dans lequel cette éclipse de soleil avait également une importance capitale. Du coup, même si le lien avec Jessie est le plus clair et le plus visible, je dirais, dans Dolores Claiborne, on y retrouve, comme très souvent, des références à d'autres romans du King, tels que Salem, ou encore la nouvelle Les Évadés. La majeure partie de cette histoire se passe dans les années 60, une décennie qui, j'ai l'impression, est vraiment chère à Stephen King parce qu'on la retrouve régulièrement dans ses différents titres et j'aime vraiment la façon dont il sait traiter cette période, dont il arrive vraiment, je trouve, à la faire revivre auprès du lecteur. Cette histoire a, on va dire, deux petites singularités. Tout d'abord, tout le roman se déroule uniquement sur une petite île et en plus de ça, il y a quand même une grosse caractéristique et une grosse originalité au niveau du schéma narratif parce que tout ce roman n'est en fait qu'un long monologue et presque une très longue confession de la part de Dolores Claiborne. Bien qu'on comprenne en lisant que parfois elle reçoit des réponses d'autres personnages qui sont avec elle dans la pièce, et bien en tant que lecteur on n'a vraiment que la voix de Dolores Claiborne qui résonne et j'ai trouvé ce procédé hyper intéressant et hyper intelligent parce qu'il permet vraiment de la mettre elle en avant, de la mettre elle au centre de cette histoire et de montrer l'importance pour elle de raconter sa vie, de raconter les choses à sa manière et également quelque part de se confesser complètement. Alors je ne dis pas arriver à la moitié peut-être de ce roman, j'ai trouvé que le récit ronronnait un petit peu, mais en attendant, je ne me suis jamais ennuyée à suivre le récit de cette femme, bien au contraire. J'ai très vite eu de l'empathie pour Dolores, j'ai aussi adoré ce que l'auteur a fait de sa relation avec Vera, sa patronne. Et en fin de compte, j'ai trouvé que c'était un roman extrêmement touchant à de nombreux niveaux. Le ton employé est très parlé et presque même argotique par moments parce que, comme je l'ai dit tout du long, c'est vraiment Dolores qui parle. C'est une femme qui n'a pas fait de grandes études, qui a passé toute sa vie sur cette île et qui ne mâche pas ses mots. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé le caractère et la gouaille de Dolores Claiborne
Qui n'a pas été sans me rappeler le personnage de Mamie Luguerre dans le roman du même nom écrit par Benoît Philippon. Et d'ailleurs, je trouve que ce soit dans leur personnage central ou dans vraiment la construction même du roman, et bien je trouve que ces deux titres ont beaucoup de points communs. Et d'ailleurs, je ne serais pas du tout surprise d'apprendre que Benoît Philippon s'est inspiré de Stephen King pour écrire Mamie Luguerre. Enfin, j'ai adoré la fin de ce roman. Alors, je le dis assez régulièrement, je sais que Stephen King est beaucoup critiqué pour ses fins qui sont souvent dites un peu bâclées ou parfois trop ouvertes. Mais personnellement, en tout cas des romans que j'ai pu lire jusque-là, j'ai rarement été déçue. Et dans ce titre-ci, je trouve qu'il a livré une fin juste parfaite. Alors le tout dernier chapitre qui est fait d'extraits de journaux n'était peut-être pas indispensable, ou en tout cas peut-être pas exactement sous cette forme-là, mais hormis ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé la fin. Une fin touchante, écrite avec beaucoup de finesse et d'humanité, et en plus, j'ai adoré parce que j'ai vraiment été surprise dans cette fin de roman par une révélation que je n'avais pas vu venir, qui rajoute un petit côté sympathique et qui permet aussi du coup de remettre pas mal de choses en perspective. Je le précise, même si je pense que vous en doutez, dans ce titre-là, on n'a pas d'éléments fantastiques. On est vraiment avec le King que personnellement, vous le savez, je préfère. Ce King qui parle de l'être humain en toute simplicité, en tout cas au premier abord, et qui pourtant le fait avec beaucoup de complexité, qui va vraiment au fond des choses, qui décortique les petits événements de la vie, les petits travers du quotidien, et c'est vraiment tout ça qui permet, je trouve, de créer ces personnages si humains et si réalistes. Vraiment, pour moi, c'est du très bon King, qui en plus de ça est quand même assez court et qui, je trouve, mérite vraiment d'être découvert. On est en termes de pages sur du 350 pages, autant dire que pour un King, c'est plutôt court. Ce ne sera pas un coup de cœur, mais ça n'en reste pas moins une très belle lecture que j'ai adoré faire et qui, je le sais, me restera un moment en mémoire. Alors, je ne saurais pas dire quel roman de cette trilogie des femmes battues j'ai préféré parce que finalement, je trouve que les trois, donc Jessie, Dolores Claiborne et Rose Madder, sont tous très différents et ont chacun vraiment des qualités qui leur sont propres. En tout cas, ce sont vraiment trois romans dans lesquels les femmes sont mises au cœur de l'histoire, dans lesquels elles sont malmenées et décortiquées par l'œil aiguisé de l'auteur et dans lesquels elles font appel à leur force intérieure et à leur instinct. Et décidément, je trouve personnellement que le King est vraiment extrêmement doué pour parler des femmes, pour faire parler les femmes. Et ouais, pour moi, c'est vraiment un homme et un auteur à part qui ne cesse de me charmer, de me séduire et qui, je trouve, propose vraiment quelque chose qui sort du lot. Alors, je le sais, avec le King, on accroche ou on n'accroche pas, c'est un peu tout blanc ou tout noir, mais vous l'aurez compris. Pour ma part, je suis de plus en plus accro et vraiment, ce titre-ci, pour moi, il est à découvrir. Que ce soit l'originalité du personnage, de la construction narrative, le fait qu'il soit vraiment court. Ouais, je pense que si vous voulez avoir un aperçu du travail de l'auteur et qu'en même temps, ce que je peux comprendre, vous n'avez pas envie de vous lancer dans une de ces grosses pavasses, ça peut tout à fait être le genre de titre abordable par lequel, pourquoi pas, commencer la découverte de Stephen King. Comme vous l'aurez donc compris, dernièrement, j'étais vraiment sur une plutôt bonne lancée niveau lecture. J'adore faire ce genre de lecture qui, même s'il n'y a pas d'énormes coups de cœur, sont vraiment toutes de très bonnes lectures, à part le Romain Gary, mais bon. Voilà, vous l'aurez compris, vraiment, j'ai beaucoup aimé ces différents romans. Alors, malheureusement, celui que je suis en train de lire, je pense, sera beaucoup moins réussi. C'est donc, comme je l'ai dit, un thriller français. Mais voilà, je pense que vraiment, je fais bien parfois d'écouter complètement mes envies, quitte à partir dans des genres littéraires qui sont tout autres, qui peut-être parfois ne sont pas forcément au premier abord ce qui m'attire le plus, et pour autant, ça match. Bref, je vais écouter mes envies, mes petites voix intérieures, oui, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis, je vais croiser les doigts pour que le prochain point lecture soit dans l'ensemble également plutôt qualitatif.
Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai plus de roman d'avance à chroniquer. Donc voilà, ce sera la surprise. Avant de clôturer cette vidéo, j'avais besoin de vous poser une petite question parce que j'ai l'impression que dernièrement, l'algorithme de YouTube fait un petit peu n'importe quoi. Et du coup, voilà, j'ai l'impression que certaines des vidéos passent un peu à la trappe. Donc si vous êtes abonné à la chaîne, est-ce que vous pourriez me dire si vous recevez les notifications de nouvelles vidéos ou pas? Alors, si vous êtes abonné et que vous n'avez pas forcément toutes les notifs, vérifiez bien qu'à côté du petit bouton s'abonner, vous avez coché la petite cloche qui est, vous savez, pleine et qui permet d'avoir toutes les notifications de toutes les vidéos. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a certaines vidéos qui passent un peu à l'as. Et vu le temps et le travail que ça demande, je vous avoue que parfois c'est quand même un petit peu rageant. Sur ce donc, potentiellement, si vous voulez aider la chaîne et que vous avez aimé le contenu, pensez à mettre des petits pouces levés et pourquoi pas vous abonner et parler de la chaîne autour de vous à des gens qui seraient potentiellement intéressés. J'espère donc que vous faites d'aussi bonnes lectures que j'ai pu en faire dernièrement et bien sûr, je ne vous laisserai pas sans vous souhaiter paix, amour et littérature dans vos cœurs. À très bientôt. Bye!